for the year 21st December 20. Ah, les gars, l'heure est grave, hein. L'heure est très 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 grave. Alassane Ouattara est malade. Actuellement, il se trouve à l'hôpital américain de Paris. La maladie de Ouattara qui aurait dû être un lanceur d'alerte. Famille, l'heure est grave pour RHDP. Mauvaise nouvelle pour le clan d'Alassane Ouattara. Selon les informations, Alassane Ouattara aurait un cancer non figurant. Mes chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Sahel, peuple du monde. L'heure est grave, l'heure est très très grave. La famille, c'est gâté sur Alassane Ouattara. Mes chers camarades révolutionnaires, très urgent, mauvaise nouvelle côté de la Côte d'Ivoire. Selon plusieurs sources, nous venons d'apprendre que la maladie d'Alassane Ouattara est grave. On vient d'apprendre que Alassane Ouattara est gravement malade et hospitalisé. C'était pourquoi il était parti en France urgemment. Ce qui semblait, au lieu de beaucoup, être un simple déplacement diplomatique ou un voyage d'affaires comme tant d'autres, cache en réalité une situation médicale d'une extrême gravité. Selon plusieurs sources concordantes recueillies sur le terrain, le président ivoirien serait hospitalisé dans un établissement de soins à Paris depuis maintenant plus de 3 semaines. Et La famille, c'est gâté sur Alassane Ouattara. Il paraît même qu'il est couché à l'hôpital, il a du mal à ouvrir ses yeux. On dit l'ancienneté veut le tuer. À cause de cette histoire de Nina Keïta. Nina Keïta, la dernière fois je t'ai parlé, je t'ai dit tu vas créer des problèmes à Dramane Ouattara, tu vas créer les problèmes au RHDP. À cause de Nina Keïta, aujourd'hui, le RHDP est en train de défendre Epstein. Quelqu'un que tout le monde entier est en train de condamner. Quelqu'un que tout le monde entier est en train de dénoncer les actes qu'il a commis. Tout le monde est en train de dénoncer ça. Sauf le RHDP qui le défend. Sauf le RHDP qui prend sa défense. Alors on ne comprend pas. Tout ça à cause de Nina Keïta. Dramane Ouattara, c'est à cause de ça il est allé en France. On dit c'est à cause de ça il est parti, que son médecin est en train de tout faire pour que Dramane Ouattara puisse tenir, parce que l'ancienneté veut le tuer. Le stress veut le tuer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Voici que les spécialistes de l'ONU en matière de crimes contre l'humanité, tout ce qui est crime, voilà, contre l'humanité, veulent prendre le dossier de Epstein en main. Et vous savez tous que si ceux-là, ils ont pris le dossier en main, c'est gâté. Donc les Mongols sont en train de batailler là-bas pour prendre le dossier. Si on prend le dossier, forcément, le nom de Nina Keïta qui a été cité plus de 3000 fois, forcément, l'ONU va diriger son enquête vers Nina Keïta. Parce que je vois des gens qui défendent Nina Keïta. Non, elle a discuté avec Epstein, c'est parce qu'elle voulait que Ouattara signe des contrats avec lui. Elle a présenté à Ouattara pour qu'il puisse faire des affaires, du business. Mais, dans son mail, ceux qui disent que non, Nina Keïta, là, elle n'a rien fait de mal. Dans son mail, là, il a dit à Nina Keïta que je veux des mousseaux qui n'ont pas 25 ans, qui sont en dessous de 25 ans. Alors, ce que nous devons comprendre, puisqu'on dit, il y a une femme qui a fait le témoignage qui dit que toutes les filles, les enfants, les filles, les femmes noires qui étaient allées dans le business là, ceux qui sont sortis là, il n'y avait que elles et les autres là. Ce n'est pas sûr qu'elles sont sorties, qu'il y a beaucoup qui sont morts dedans. Est-ce qu'il n'y a pas nos soeurs qui sont allées là-bas? Puisque Nina Keïta gérait le business. Parce que ceux qui disent que non, Nina Keïta, lui, elle n'a rien à voir dedans. Mais lorsque il veut venir à Abidjan, lorsqu'elle invite à Abidjan, elle lui demande: j'ai une mousseau pour toi, mais elle a 25 ans, hein, parce qu'elle connaît déjà le goût du monsieur. Elle sait que le Moro là, il n'aime pas quand ça dépasse les 25 ans. C'est parce qu'elle connaît, elle sait qu'il n'aime pas les vieilles filles, qu'elle lui a dit que, ah, elle a 25 ans. Hein. Il a dit non, hein, tu connais mon goût, toi, mais tu sais que moi là, c'est en bas en bas. Donc elle a dit, viens, on va gérer. C'est dans ça, on dit qu'elle a donné Sadia. Mais Sadia là, on doit se poser la question, elle avait quel âge? Et puis on dit, il y a 2-3 filles. Mais les 2-3 filles, c'est le nom de Sadia seulement on dit. Mais les autres filles, est-ce qu'elles sont encore vivantes? C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Donc, si Nina Keïta invite Epstein en Côte d'Ivoire, elle lui demande, tu veux quoi? Bon, j'ai une fille de 25 ans, c'est-à-dire elle-même là, elle est prospecte. C'est-à-dire elle vend, est-ce que c'est une marchandise? Est-ce que nos enfants là, Nina Keïta ne les vendait pas? C'est la question qu'on se pose. Et voici ce qui crée problème aujourd'hui à Dramane Ouattara. Voici ce qui fait aujourd'hui que Dramane Ouattara a tous les problèmes. Voici ce qui fait aujourd'hui que Dramane Ouattara a couché, il a du mal à ouvrir ses yeux. C'est gâté sur le vieux. C'est gâté sur le vieux. Le vieux n'arrive plus à respirer, il a du mal à respirer. Il transpire. Et quand je dis ça, les Ivoiriens sont contents. Mes chers camarades révolutionnaires, très urgent, mauvaise nouvelle côté de la Côte d'Ivoire. Selon plusieurs sources, nous venons d'apprendre que la maladie d'Alassane Ouattara est grave. On dit Dramane Ouattara se sent pas bien. À l'heure où je parle de ce 1er février 2025,
Alassane Draman Ouattara se fait hospitaliser ici en France, à Paris. Pendant plusieurs semaines, il n'est pas encore rentré et sa santé aussi s'aggrave de jour à jour. Ça veut dire qu'à l'heure où je vous parle, la Côte d'Ivoire n'a pas de président. Parce que on dit qu'il ne peut pas gouverner la Côte d'Ivoire encore. Son problème de cancer de cerveau là, on dit que ça a trop dérangé. Je vous demande de suivre cette vidéo attentivement jusqu'à la fin parce que quand je parle, souvent il y a des gens qui pensent que moi je m'amuse. Je ne m'amuse pas. Ça fait plus que 3 semaines que Draman Ouattara est ici à Paris en train de se faire soigner. Et vous comprenez? Et c'est devant vous ici qu'il a appelé les diplomates. Il dit qu'il se sent bien, qu'il peut servir son pays encore. Et ça n'a même pas fait 2 jours. Il se fait hospitaliser ici à Paris pour son problème de cancer de cerveau. Est-ce que Draman Ouattara prend les gens au sérieux? C'est la question là qui est là. Quelqu'un ne peut pas sortir pour nous dire que lui se sent bien, lui peut servir le pays. Après 2 jours, il se rend ici à Paris pour se soigner. Quelqu'un aussi qui a fait 15 ans au pouvoir, il n'est même pas capable de construire des hôpitaux pour se faire lui-même là. Pour savoir que pour se soigner lui-même là, lui n'est pas capable de faire ça. Vous comprenez? Donc, à l'heure où je vous parle, la Côte d'Ivoire n'a pas de président. La Côte d'Ivoire n'a pas de président. Je dis bien la Côte d'Ivoire n'a pas de président. Parce que si un président de la République a fait moins, comment on appelle, 1 mois à l'extérieur du pays, et le gouvernement n'est pas capable de communiquer. Pourquoi? Ça fait 3 semaines maintenant qu'il n'y a pas eu conseil des ministres en Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'actuellement en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de gouvernement. C'est ce que je comprends. Hein? Dans la famille. La maladie en question n'est pas anodine. Il s'agirait d'un cancer du cerveau dont l'évolution inquiète sérieusement son entourage, proche et les milieux médicaux qui le suivent. Ce que nous avons pu constater, c'est que le chef de l'État n'a plus donné signe de vie publique depuis son arrivée en France. Aucune apparition officielle, aucune allocution télévisée, aucun message adressé directement au peuple ivoirien. Le silence est assourdissant. Pourtant, il y a à peine quelques jours, Ouattara avait convoqué des diplomates pour leur assurer qu'il allait bien, qu'il était en mesure de continuer à diriger son pays et que rien ne justifiait une quelconque inquiétude. 2 jours à peine après cette déclaration rassurante, il était hospitalisé. Ce contraste brutal entre les paroles et les faits soulève des questions fondamentales sur la véracité des informations délivrées aux Ivoiriens et à la communauté internationale. Son état de santé, visiblement, se dégrade de jour en jour selon nos informations. Les spécialistes consultés évoquent une pathologie cérébrale sévère qui nécessite une prise en charge lourde et prolongée, bien au-delà de ce que peuvent offrir les structures médicales disponibles en Côte d'Ivoire. C'est précisément là que réside l'un des paradoxes les plus douloureux de cette situation. Un homme qui dirige un pays depuis 15 ans, un homme qui a concentré entre ses mains un pouvoir considérable, est aujourd'hui contraint de traverser des milliers de kilomètres pour se faire soigner dans un pays étranger parce que les infrastructures sanitaires de son propre pays sont insuffisantes pour répondre à ses besoins. Mais au-delà de la dimension symbolique, c'est bien la réalité médicale qui prime. La santé du président est gravement compromise. Et cette réalité, aussi douloureuse soit-elle à entendre, doit être dite clairement au peuple ivoirien qui mérite la vérité sur celui qui est censé le gouverner. Car un peuple ne peut avancer dans le brouillard. Il a le droit de savoir. Il a le droit de connaître l'état réel de son chef d'État. Ce silence pesant, cette omerta qui entoure l'hospitalisation de Ouattara, constitue en soi une forme de trahison envers les millions de citoyens ivoiriens qui attendent des réponses. La question n'est plus de savoir si le président est malade. Les faits parlent d'eux-mêmes. La vraie question est désormais de savoir jusqu'où ira cette dégradation. Dans ce reportage, l'un des faits les plus frappants que nous avons pu observer est documenté et sans conteste le silence assourdissant du gouvernement. Ivoirien face à une situation qui n'a pourtant rien d'ordinaire. Depuis plus de 3 semaines, aucun conseil des ministres ne s'est tenu en Côte d'Ivoire. 3 semaines sans cette instance, collégiale essentielle au fonctionnement de l'État, sans laquelle aucune décision majeure ne peut officiellement être prise, aucune politique publique ne peut être adoptée, aucune réforme ne peut être engagée. Ce silence gouvernemental n'est pas anodin. Il est le révélateur d'un dysfonctionnement profond au sommet de l'État. Car un gouvernement qui ne se réunit plus, c'est un gouvernement qui ne gouverne plus. Et un gouvernement qui ne gouverne plus, c'est un pays qui tourne à vide, livré à lui-même dans une sorte d'entre-deux politique, particulièrement dangereux.
qui est encore plus troublant, c'est l'absence totale de communication de la part des autorités sur les raisons de cette paralysie. Aucun porte-parole, aucun ministre, aucun responsable du RHDP n'a jugé utile d'expliquer aux Ivoiriens pourquoi les institutions fonctionnent au ralenti, pourquoi le président est absent, pourquoi le pays semble tourner en roue libre. Ce mutisme est inacceptable dans une démocratie. La transparence n'est pas un luxe, c'est une exigence fondamentale de tout gouvernement qui se réclame du peuple et qui prétend agir en son nom. En choisissant le silence plutôt que la vérité, le gouvernement ivoirien ne protège pas le président. Il trahit la confiance des citoyens. Il nourrit les rumeurs. Il alimente la défiance. Il creuse davantage le fossé qui sépare déjà les gouvernants des gouvernés dans ce pays. Car dans la nature, le vide ne dure jamais longtemps. Et dans le vide de l'information officielle, ce sont les rumeurs, les spéculations, les théories les plus folles qui s'engouffrent et qui prospèrent. En refusant de communiquer, le gouvernement abandonne le terrain de l'information aux voies non officielles, aux réseaux sociaux, aux sources anonymes, aux vidéos comme celles que vous regardez en ce moment. Et il ne peut s'en prendre qu'à lui-même. La transparence aurait dû être le premier réflexe du gouvernement face à cette crise. Informer le peuple, respecter ses droits à la vérité, activer les mécanismes constitutionnels prévus à cet effet. Au lieu de cela, c'est l'omerta. Au lieu de cela, c'est le blackout. Et cela en dit long sur la nature profonde d'un pouvoir qui, après 15 ans, ne semble toujours pas avoir intégré les principes élémentaires de la redevabilité démocratique envers les femmes et les hommes de ce pays. Abidjan. Depuis plusieurs semaines maintenant, une question brûlante agite les cercles politiques, les salons feutrés d'Abidjan et les rues animées du pays profond. Qui gouverne réellement la Côte d'Ivoire en ce moment? Sur le terrain, le constat est implacable. Le président Alassane Ouattara est absent. Hospitalisé à Paris, loin de son palais, loin de ses ministres, loin du peuple qu'il est censé diriger. Le chef de l'État n'est plus en mesure d'exercer ses fonctions de manière effective. Et pourtant, officiellement, rien n'a changé. Aucun mécanisme constitutionnel de transition n'a été enclenché. Aucun intérim n'a été annoncé publiquement. Aucune passation de pouvoir, même provisoire, n'a été communiquée aux Ivoiriens. C'est comme si la machine de l'État continuait de tourner toute seule, sans conducteur aux commandes, avançant sur sa lancée dans un flou institutionnel qui interroge profondément. Ce vide du pouvoir n'est pas une simple abstraction juridique ou constitutionnelle. Il a des conséquences très concrètes sur la vie quotidienne du pays et sur la capacité de l'État à prendre des décisions urgentes. Qui signe les décrets? Qui arbitre les conflits interministériels? Qui valide les orientations budgétaires? Qui répond aux crises sécuritaires éventuelles? Autant de questions sans réponse claire dans un contexte où l'opacité règne en maître. Dans toute démocratie digne de ce nom, une absence prolongée du chef de l'État au-delà d'un certain délai déclenche automatiquement des mécanismes prévus par la Constitution pour assurer la continuité du pouvoir et de l'État. Or, en Côte d'Ivoire, ces mécanismes semblent avoir été soigneusement contournés, ignorés ou pire, délibérément mis de côté pour préserver les apparences d'une normalité qui n'existe plus. Il est impensable dans un état de droit qu'un président soit absent de son poste pendant plus d'un mois sans que la représentation nationale, sans que le peuple souverain, sans que les institutions compétentes soient officiellement informées et... Ah les gars, l'heure est grave, hein. L'heure est très grave. Alassane Ouattara est malade. Actuellement, il se trouve à l'hôpital américain de Paris. C'est-à-dire, l'âge ne ment pas. Si tu es vieux, tu es vieux. À son âge, il devrait être assis près de ses petits-enfants, en train de jouer avec ses petits-enfants. Mais il dit qu'il ne veut pas laisser le pouvoir. Tu vois? Tu n'as plus 60 ans, tu n'as plus 80 ans, tu n'as plus, je ne sais pas, 50 ans. L'âge ne ment pas, tu es déjà vieux. On dit de laisser le pouvoir. Tu dis que tu ne veux pas laisser le pouvoir, que toi, il faut que je ne sais pas quoi dire là. Hein? Il faut laisser le pouvoir, tu ne veux pas laisser le pouvoir. Matin, midi, soir, tu es entre Paris et Abidjan, Paris, Abidjan. Même si tu as mouru tête un peu seulement, tu cours pour partir à Paris pour aller te faire soigner. Or pourtant, tu devrais te reposer, tu devrais prendre ta retraite politique et t'abuser avec tes petits frères et, désolé, tes petits enfants. Et voilà, tu ne veux pas laisser le pouvoir. Voilà toi-même, regarde ton état. Tu es vieux, tu es fatigué. L'âge ne ment pas. Hein? À cet âge-là, tu dois te reposer, vieux. La maladie de Ouattara qui aurait dû être Mes chers camarades, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, peuple du Sahel, peuple du monde, l'heure est grave, l'heure est très grave.
Écoutons ici tous ensemble et très attentivement. Alassane Dramane Ouattara a quitté Abidjan depuis le 15 janvier 2025 pour Paris. Alassane Dramane Ouattara a été transféré de Paris en Allemagne. Oui, Alassane Dramane Ouattara a été transféré de Paris en Allemagne, précisément dans la ville de Cologne. Alassane Dramane Ouattara a été hospitalisé dans un hôpital de Cologne et Alassane Dramane Ouattara suivait des traitements. Alassane Dramane Ouattara a quitté Cologne jeudi 30 janvier 2025 pour Paris, car la santé de Alassane Dramane Ouattara ne lui permet pas de rejoindre la Côte d'Ivoire maintenant. La famille, l'air est grave, l'air est très très grave. Partagez la vidéo ici au maximum car c'est très très important. Oui, Alassane Dramane Ouattara est gravement malade et Alassane Dramane Ouattara a été hospitalisé dans un hôpital de Cologne. Oui, précisément en Allemagne. Et Alassane Dramane Ouattara a rejoint Paris le 15 et le 30, jeudi le 30 janvier 2025, Alassane Dramane Ouattara a rejoint Paris. Et la santé de Alassane Dramane Ouattara ne lui permet pas de rejoindre la Côte d'Ivoire maintenant. Nous devrons informer des Ivoiriens et des Ivoiriens. Oui, car la santé de Alassane Dramane Ouattara ne lui permet pas de rejoindre la Côte d'Ivoire maintenant. Vous avez vu, son fils Téné Brahima Ouattara l'a rejoint ici à Paris. Alassane Dramane Ouattara, ça ne va pas. Oui, la santé de Alassane Dramane Ouattara, ça ne va pas du tout, la famille. Oui, la santé de Alassane Dramane Ouattara est inquiétante. Donc du coup, nous demandons aux camarades peuples d'Afrique de partager la vidéo ici au maximum pour que ça arrive dans les 4 coins du monde. Car la santé de Alassane Dramane Ouattara, ça ne va pas. On nous dit que non, Alassane Dramane Ouattara ne va pas rejoindre la Côte d'Ivoire maintenant. Oui, Alassane Dramane... Famille, l'heure est grave au RHDP. Mauvaise nouvelle pour le clan d'Alassane Ouattara. Selon les informations, Alassane Ouattara aurait un cancer non figurant. Chef frère, qu'est-ce qui se passe? Selon les informations, le vieux serait vraiment malade, gravement, surtout gravement malade, selon les informations. Alors, chef frère, avant de vous donner cette information, je vais vous demander de prendre la déo là, de pousser énormément les bleus. Chef frère, allez, faites le boulot pour le combat panafricain. Ici, votre élément, le soldat de Babou. Qu'est-ce qui se passe, chef frère? Les informations sont tombées. Alors, nous allons commencer par le site de la présidence qui annonce que oui, le président de la République, Alassane Ouattara, a quitté Abidjan ce mercredi 17 juillet 2024. C'est-à-dire ce mercredi, hier, 17 juillet 2024, Ouattara est parti pour la France. Et ils ajoutent pour un séjour. Pour un séjour. Mais chef frère, ce qui m'amène à me poser des questions, c'est que en moins de 6 mois, c'est-à-dire en moins de 6 mois, Alassane Ouattara se rend en France plus de 5 fois. C'est un peu comme si Ouattara se rendait en France chaque mois. Nous ne comprenons plus rien. Alors, voilà que un autre site vient nous donner cette information qui dit ceci. Comme annoncé, Alassane Ouattara malade d'un cancer non figurant. Selon son entourage, il a quitté Abidjan pour un séjour. Il est parti à 14h19 à Paris. Il a pris son vol à 14h19 pour des soins lourds. Le conseil des ministres a été annulé. Il y a un journaliste qui s'est plaint la dernière fois pour dire que Alassane Ouattara ne devrait plus se représenter parce que pour lui, le journaliste, Alassane Ouattara, c'était sur un plateau de MCI, il disait que Alassane Ouattara n'avait plus les moyens nécessaires, n'avait plus la force nécessaire pour gouverner le pays et que Alassane Ouattara ne devait pas se présenter pour un 4e mandat. Et les partisans d'Alassane Ouattara l'ont attaqué. Et il a dit ceci. Parce qu'il y a moins de conseils de ministres. Et lorsqu'il y a moins de conseils de ministres dans un État, l'État n'avance pas. Et c'est vrai, c'est pour cela que la Côte d'Ivoire n'avance pas. Et que la Côte d'Ivoire passe plutôt son temps à prendre des crédits que de prendre des décisions pour travailler pour le pays. Et cela se prouve, puisque Alassane Ouattara n'est pas toujours à Abidjan. Impliqué. Ce vide au sommet de l'État est une bombe à retardement politique. Il fragilise les institutions, il ouvre la porte aux spéculations les plus diverses,
il alimente les tensions et les rivalités au sein même du camp au pouvoir. Car dans les coulisses du palais présidentiel et dans les antichambres du RHDP, les ambitions se réveillent, les calculs se font et les positionnements commencent. La question de la succession, même si personne n'ose encore la prononcer à voix haute, est déjà dans tous les esprits. Et pendant ce temps, le pays attend. Les Ivoiriens attendent de savoir qui tient réellement les rênes de leur nation. Ce vide du pouvoir n'est pas acceptable. Et il est urgent que des réponses claires soient apportées à un peuple qui mérite mieux que le silence et le mensonge d'État. Il y a des moments dans la vie politique d'un pays où le fossé entre le discours officiel et la réalité des faits devient tellement béant qu'il ne peut plus être ignoré, minimisé ou noyé dans les eaux troubles de la communication gouvernementale. La Côte d'Ivoire vit précisément l'un de ces moments. Et ce moment est révélateur de quelque chose de bien plus profond qu'une simple maladresse de communication ou qu'un malentendu passager. Il touche au cœur même de la relation de confiance qui doit exister entre un dirigeant et son peuple. Et cette relation aujourd'hui est gravement compromise. Revenons sur les faits, tels que nous les avons établis avec précision sur le terrain. Quelques jours à peine avant son hospitalisation à Paris, le président Alassane Ouattara a convoqué des diplomates accrédités en Côte d'Ivoire. Devant eux, dans un cadre officiel et solennel, il a tenu un discours résolument rassurant. Il a affirmé qu'il se portait bien, que sa santé ne constituait en aucun cas un obstacle à l'exercice plein et entier de ses fonctions présidentielles, et qu'il était tout à fait capable de continuer à servir la Côte d'Ivoire avec la même énergie et le même engagement qu'il avait toujours manifesté. Les diplomates sont repartis avec ce message. Le monde a entendu ces paroles. Et puis, 2 jours plus tard seulement, le président était hospitalisé à Paris pour un cancer du cerveau d'une gravité alarmante. 2 jours. Il suffit de laisser ces deux réalités se confronter pour mesurer l'ampleur vertigineuse du problème. Comment peut-on affirmer devant des représentants étrangers que l'on va bien, que l'on est pleinement apte à gouverner une nation et se retrouver hospitalisé 48 heures plus tard pour une pathologie aussi sévère et aussi invalidante qu'un cancer du cerveau? 2 hypothèses se posent et aucune n'est rassurante. Soit le président lui-même ignorait la gravité réelle de son état de santé au moment où il s'exprimait devant les diplomates, ce qui soulèverait des questions extrêmement sérieuses sur la qualité et la rigueur de son suivi médical. Soit, et c'est l'hypothèse la plus préoccupante et la plus probable, il a délibérément choisi de dissimuler la vérité à la communauté internationale et, par extension, au peuple ivoirien qu'il gouverne. Dans les 2 cas, le résultat est strictement identique, une perte de crédibilité massive, irrémédiable, et une rupture de confiance profonde avec les citoyens qui ne peut pas être balayée d'un simple revers de la main par une communication de crise bien huilée. Ce type de contradiction, flagrante entre les paroles officielles et les actes réels, n'est malheureusement pas une nouveauté dans le paysage politique africain et mondial. Les dirigeants ont souvent tendance à confondre la préservation de leur image personnelle et de leur pouvoir avec l'intérêt supérieur de la nation qu'ils sont censés servir. Ils pensent qu'en contrôlant l'information... 15 ans au pouvoir. C'est le temps qu'Alassane Ouattara a passé à la tête de la Côte d'Ivoire depuis son accession à la présidence en 2011-15. Onde de discours sur le développement, sur l'émergence, sur la modernisation accélérée du pays. 15 ans de promesses solennelles sur l'amélioration des conditions de vie des Ivoiriens, sur la construction d'un État fort, performant et compétitif, sur la mise à niveau des infrastructures dans tous les secteurs stratégiques de la nation. 15 ans pendant lesquels le monde entier a été invité à regarder la Côte d'Ivoire comme un modèle de croissance économique sur le continent africain, comme une success story dont d'autres pays feraient bien de s'inspirer. Et pourtant, aujourd'hui, au moment précis où sa santé en dépend, au moment où sa vie est peut-être en jeu, le président lui-même est contraint d'aller se faire soigner à des milliers de kilomètres de son pays, dans un hôpital parisien, parce que la Côte d'Ivoire ne dispose pas d'établissements médicaux suffisamment équipés et suffisamment compétents pour répondre à ses besoins médicaux les plus élémentaires. Ce constat est d'une
violence symbolique extraordinaire et d'une cruauté politique rare. Il résume à lui seul, mieux que n'importe quel rapport d'évaluation, mieux que n'importe quelle étude académique, tout ce que 15 ans de gouvernance n'ont pas réussi à accomplir pour le peuple ivoirien. Il dit quelque chose d'essentiel et d'irréfutable sur les priorités réelles d'un pouvoir qui a préféré inaugurer des autoroutes à péage, construire des ponts et ériger des buildings rutilants dans le centre d'Abidjan plutôt que d'investir massivement, sérieusement et durablement dans la santé de sa population. Les chiffres et les réalités du terrain sont là pour en témoigner sans ambiguïté possible, car les hôpitaux ivoiriens, les Ivoiriens les connaissent bien, trop bien même. Ils les fréquentent par nécessité, souvent dans des conditions qui feraient frémir n'importe quel observateur extérieur. Des plateaux techniques insuffisants et vétustes, du personnel soignant dévoué mais sous-équipé, sous-formé et chroniquement sous-payé, malgré des années de revendications syndicales restées sans réponse. Une pénurie persistante de médicaments essentiels et de matériel spécialisé dans les services les plus critiques. Des salles d'attente surchargées où les malades attendent des heures, parfois des journées entières, avant de voir un médecin. Dans toute crise politique majeure, il y a ce que l'on voit et ce que l'on ne voit pas. Ce que l'on voit, c'est un président hospitalisé, un gouvernement silencieux, un peuple dans l'incertitude. Ce que l'on ne voit pas, mais que l'on sent, vibrer sous la surface comme une faille, tectonique prête à se libérer, c'est la question de la succession. Car derrière le silence officiel, derrière les communiqués feutrés et les déclarations rassurantes de façade, une réalité s'impose avec une force croissante et inévitable. Si l'état de santé du président, Alassane Ouattara, continue de se dégrader, la Côte d'Ivoire devra tôt ou tard se poser la question de savoir qui prendra les rênes du pays. Et cette question, aussi inconfortable soit-elle à formuler, est déjà en train de remodeler en profondeur le paysage politique ivoirien. Dans les antichambres du pouvoir à Abidjan, dans les cercles fermés du RHDP, le parti au pouvoir, les conversations ont changé de nature depuis plusieurs semaines. On ne parle plus seulement de gestion, des affaires courantes ou de calendrier électoral. On parle d'après, on parle de positionnement. On parle de celui ou de celle qui pourrait incarner la continuité du régime si l'inévitable venait à se produire. Les ambitions que la loyauté au président avait jusqu'ici maintenues dans l'ombre commencent à pointer, leur nez avec une discrétion de moins en moins convaincante. Les alliances se font et se défont. Les fidélités se réévaluent. Les stratégies se recalculent à la lumière d'une nouvelle donne que personne n'avait officiellement prévu, mais que beaucoup avaient secrètement anticipé. Cette effervescence souterraine est dangereuse à plus d'un titre. Elle l'est d'abord parce qu'elle se déroule dans l'opacité totale, loin de tout regard démocratique, loin de tout débat public et transparent sur l'avenir du pays. Les Ivoiriens, qui sont pourtant les premiers concernés par ce qui se joue en ce moment, sont tenus à l'écart d'un processus qui engage directement leur destin collectif. Ce sont des hommes et des femmes de l'ombre qui décident, dans des bureaux fermés et des salons privés, de qui pourrait gouverner une nation de 27 millions d'habitants. Rien dans cette démarche ne ressemble à ce que la démocratie exige. Rien dans cette démarche ne respecte la souveraineté du peuple ivoirien. Elle est dangereuse ensuite parce que la Côte d'Ivoire a une histoire. Une histoire marquée par des crises politiques violentes, par des conflits nés précisément de luttes de succession mal gérées, mal anticipées et mal encadrées. Le pays a payé un prix humain et économique considérable pour ces déchirements. Des milliers de morts, des centaines de milliers de déplacés, une économie mise à genoux, une cohésion sociale profondément abîmée. Ce passé douloureux devrait servir de leçon et imposer une gestion exemplaire, transparente et apaisée de toute transition politique, quelle qu'en soit la nature et quelle qu'en soit la cause.